On voulait commencer en fait par des témoignages, par le témoignage d'Anne Morando, qui est sage-femme au Calme, et le témoignage de France Arsner, qui est coprésidente du Calme et qui a aussi eu la chance d'avoir 2 beaux bébés Calme. On voulait qu'elle nous explique un peu pourquoi cette pratique dans le cas d'Anne et pourquoi ce désir d'être suivie ici dans le cas de France, et d'expliquer un peu en quoi elles ont conçu ces choix comme étant des choix féministes. Je suis donc ici en tant qu'usagère du Calme et militante. Le sujet de ce soir, la naissance et le féminisme, me touche particulièrement puisque j'ai reçu une éducation que je qualifierais de très féministe, égalitariste. Et j'ai donc 3 enfants, et après la naissance de ma fille, il m'est apparu que peu importe la distribution des tâches, qui donne le sein, qui donne le biberon, qui change les couches, etc., être mère, ce n'était pas du tout être père. Il y avait une vraie différence qu'on ne pouvait pas nier. Pour autant, je n'ai pas eu l'impression de renier mon engagement féministe, que ce soit dans la répartition des tâches du quotidien, dans l'égalité des femmes et des hommes au travail, et pour le droit à disposer de notre corps. J'ai également été profondément blessée après mes accouchements au Calme, d'attaques venant de femmes, au nom des femmes, comme quoi ma position de vouloir accoucher avec une sage-femme, un peu comme à la maison, sans péridurale, était quelque chose d'archaïque et un retour en arrière, parce que je crois fermement qu'avoir accouché en maison de naissance était un acte féministe de ma part. Je pense que en étant accompagnée par une sage-femme, dans le respect de la physiologie, je souhaitais, et c'est ce qui s'est passé, mon corps a été respecté et ma capacité à faire des choix pour mon enfant ou pour moi-même a été entendue, plus que soutenue et réellement valorisée. Et donc j'ai cette interrogation. On espère avoir des réponses ou en tout cas des pistes de travail ce soir, que les combats pour les droits des femmes sont malheureusement très nombreux, et j'aimerais que les réseaux féministes s'engagent avec nous pour le droit de choisir son accompagnement lors de la grossesse, choisir son lieu d'accouchement et les modalités d'accouchement. Et donc je ne comprends pas, et j'aimerais comprendre pourquoi la naissance n'est pas reconnue comme un enjeu féministe. Je souhaitais également interroger le corps médical. On m'a élevée en me disant que mon corps m'appartient. Et pour moi, mon corps m'appartient, y compris pour accoucher. Il se trouve que j'ai accouché à l'hôpital puis en maison de naissance, et que mon expérience me dit que cela n'est pas vraiment reconnu partout. Donc quelles sont les limites de ce postulat ? Pourquoi y a-t-il des limites ? Et si on va au-delà de la maison de naissance et de la physiologie, quelle place pour le droit à disposer de son corps dans la pathologie ? Cette question autour du féminisme et de la maternité, c'est vrai que c'est un thème qui revient souvent dans les débats qu'on peut avoir avec les parents au Calme. Est-ce que quand on est une sage-femme qui fait de l'accompagnement au Calme, est-ce que en tant que sage-femme, on est féministe quand on fait ce choix-là ? Est-ce que les parents qui viennent au Calme, les femmes et les conjoints se positionnent dans un mouvement féministe ? Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, faire le choix d'accoucher sans péridurale ? Parce qu'il faut quand même être un peu dingue pour se dire qu'on va vivre un moment aussi fort alors qu'on pourrait être soulagé, et que finalement on fait le choix de ne pas l'être. Il y a souvent tous ces retours-là qui viennent de la part des couples, parce que c'est qu'on leur renvoie aussi chez eux. Et donc c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent. Donc l'année dernière, on avait déjà commencé un peu à soulever ça sur la table ronde, et cette année, on avait vraiment envie d'aller encore plus loin. Moi, je sais qu'une des choses qui sont importantes pour moi et qui me pose question, c'est en effet cette histoire de l'accompagnement de la douleur, de la péridurale.
Je considère que la péridurale est une avancée extraordinaire en obstétrique pour les femmes. Ce qui me dérange plus, c'est cette généralisation en fait, de l'utilisation de la péridurale. Et que, quelque part, pour moi, on a mis dans la tête des femmes qu'elles n'étaient plus capables d'accoucher sans. Et en fait, ça me dérange. Qu'une femme fasse le choix d'aller accoucher à l'hôpital, qu'elle ait besoin dans son parcours d'être soulagée par rapport à la douleur et qu'elle fasse le choix d'avoir une péridurale, je trouve que c'est tout aussi respectable que d'accompagner une femme qui fait un choix différent et qui a envie de vivre cette expérience sans cet accompagnement-là. Pour moi, accoucher, c'est un moment pour certaines femmes où elles vont vraiment se révéler et où elles vont, entre guillemets, avoir un pouvoir, parce qu'il n'y a que elles qui peuvent faire ça. Et je trouve que quelque part, on a un peu gommé ça avec cette généralisation et en leur mettant un peu dans la tête qu'elles ne pouvaient pas le faire. Je vous donne très vite mon plan, et donc la question qui m'est posée, c'est en définitive, pourquoi les femmes sont si sensibles au discours officiel, au discours des médecins, et vont toutes accoucher dans des hôpitaux. Voilà, avec cette idée qui est sous-tendue, c'est-à-dire comment a-t-on pu accepter de passer de l'accouchement à la maison, chez soi, parmi les siens, parmi les amis, à l'accouchement au hôpital, c'est-à-dire dans une institution qui finalement est lourde, qui est destinée à accueillir des malades. Et donc, par quel miracle a pu se faire cette transformation, qui a une dimension anthropologique manifeste, et donc je vais vous en dire quelques mots. Voilà, alors, donc le plan très rapidement. D'abord pour moi, tout ça s'inscrit dans le cadre anthropologique qui est celui de la domination masculine. Et j'en dirai quelques mots. 2, les raisons qui ont amené les médecins à s'occuper de la naissance, c'est pas, on va dire, par respect pour les femmes ou pour les bébés, c'est des raisons qui sont des raisons d'État, des raisons politiques, qui ont pour but très simplement d'assurer une natalité plus importante qu'elle n'était, considérant, et c'était ça la raison, que celle qui portait le plus atteinte, en définitive, au nombre de bébés qui naissaient, c'était les professionnels, ou tout du moins les femmes qui accompagnaient celles qui allaient mettre au monde leur bébé. On en reparlera. Les autres arguments, alors, il faut se rappeler que quand même, on est dans une période marquée par le positivisme, par l'émergence de la science, qui nous immerge, on va dire, par la sensibilité au progrès scientifique, qui apparaît comme nécessaire. C'est les conditions dans lesquelles on grandit. Et puis, finalement, la culture de la naissance est marquée par la crainte, la peur, de la souffrance, de la mort, tant de la femme que du bébé, des mutilations, en définitive, une mise en danger grave de la vie de la femme et de son enfant. Voilà, ce qui, vraisemblablement, explique la situation que nous connaissons aujourd'hui. Mais je vais tout de suite du côté de la conclusion, et puis on va essayer de développer tout ça, c'est qu'aujourd'hui, le basculement anthropologique a eu lieu. Voilà, nous y sommes. Nous sommes entrés dans une période nouvelle de l'histoire de l'humanité qui est celui de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Et je suis de ceux qui considèrent que c'est une réalité très forte, qui s'impose à nous, qui s'impose à l'humanité entière, qui peut être remis en cause. Je ne considère qu'aucun acquis ne l'est définitivement par une loi qui sera une loi qui viendrait d'on ne sait où. Non, les choses peuvent changer, mais je pense que le basculement, il a fallu du temps pour l'obtenir, hein, beaucoup de temps. Il est un acquis très fort. Voilà. Et donc ça amène aujourd'hui les femmes, très simplement, à réclamer ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire la possession de leur corps, en particulier au moment de la naissance. Voilà. Et l'accueil du bébé, leur appartenant en principal, et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Voilà. Donc, le renversement anthropologique passe, pour moi, par la nécessité aujourd'hui des transformations des conditions de naissance. Voilà. Alors,
je connais toutes les difficultés que vous avez aujourd'hui à transformer les conditions de naissance. Et ce qui apparaît principal, c'est la médicalisation forte et donc le maintien d'une domination sur le corps des femmes et l'accueil du bébé. Alors en quelques mots donc, la domination masculine, cadre général sur le plan anthropologique de toute l'humanité, vraisemblablement de toutes les sociétés humaines. Ce qui explique dans les sociétés humaines la domination masculine, c'est la supériorité des femmes, très singulière, qui mettent au monde des enfants. Et pas seulement des femmes, elles ne se reproduisent pas simplement, mais aussi des hommes. Donc pour les hommes, il est indispensable de maintenir une très forte pression, un contrôle des femmes sur leur corps en particulier et sur leur capacité à se reproduire. Nous sommes bien donc au cœur du sujet. Voilà, cette longue période, c'est des milliers d'années. Et donc, il m'aurait paru surprenant quand, une fois réalisé ce basculement, du jour au lendemain, tout allait changer dans les rapports entre les hommes et les femmes. Et que, y compris la naissance, il allait falloir beaucoup de temps pour avoir une considération nouvelle à l'égard de cet événement considérable qu'est l'accueil d'un bébé. Voilà, en quelques mots, le cadre. Alors, comme on le sait, ce sont les femmes qui, pendant une très longue période, vont s'occuper exclusivement de la naissance. Je dis bien exclusivement, les quelques exceptions, la présence du père, etc., tout ça, l'appel au médecin tardivement, après Hippocrate, est très, très relatif et n'a que très peu d'importance. Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle que les médecins vont revendiquer une place. Et sur l'appel, très simplement, des pouvoirs. Il faut se rappeler ça. Alors, en quelques mots, pourquoi on a laissé aux femmes, justement, cette particularité qui est la naissance, ça s'imposait aux hommes, bien sûr, mais pourquoi on a considéré que finalement c'était l'affaire des femmes et exclusivement des femmes. Voilà, on a conclu que c'était nécessairement l'affaire des femmes, puisque la mise au monde des bébés était une affaire qui ne concernait que les femmes. Donc, les hommes ont laissé totalement, et les médecins en particulier, ont laissé presque totalement les naissances aux mains des femmes. Voilà, et dans les pires conditions. Voilà, je veux dire que toute condition de naissance qui était pathologique devait être assumée par les femmes elles-mêmes, et seulement par les femmes. Alors on voit apparaître les médecins dans l'Europe, on va dire au XVIe siècle, mais juste un petit passage par l'Empire romain. César Auguste, le premier empereur, s'inquiète de la diminution de la natalité. Et très simplement émet un certain nombre de lois qui visent à peupler l'Empire romain. Et la théorisation de cette nécessité de population, de natalité, est faite par les monarchies du XVIe siècle. Un État puissant est un État peuplé. Voilà, très clairement. Les médecins sont proches du pouvoir, pour 1000 raisons, et je ne vais pas vous les donner, mais vous les connaissez plus ou moins, et sont très sensibles finalement à cet hommage qu'il aurait rendu de prendre en main la naissance. C'est tout à fait clair dans l'histoire. Voilà. L'intervention des médecins est liée à une intervention des États dans la reproduction humaine, clairement. Donc, XVIe siècle, et je vais aller très vite, les médecins, comment vont-ils faire? Alors, d'une part, les États ont le sentiment que les sages-femmes et les conditions d'accueil du bébé ne sont pas bonnes. Elles entraînent une mortalité, vous savez, qui fait qu'on perd le quart des bébés à 1 an à peu près, jusqu'au 16, 17, 18e siècle, un quart des bébés à l'âge de 1 an, qu'on perd des femmes à raison de 1 à 2% à chaque accouchement ou à chaque grossesse, ce qui peut faire quand même jusqu'à 10% éventuellement. Voilà, donc, autrement dit, les reproductrices, elles disparaissent aussi. Autrement dit, si on veut régler correctement la question, il faut s'occuper des femmes qui vont donner naissance à ces bébés et s'occuper mieux des bébés que ne le font les sages-femmes. Donc, campagne de discrédit très forte, contre les sages-femmes.
je vous passe, malgré la personnalité de sage-femme comme Louise Bourgeois, par exemple, qui est une femme tout à fait considérable, je veux dire, face aux médecins type Ambroise Paré ou les Guillemot. Mais malgré ça, la campagne de discrédit va se faire, et sur un mode particulièrement violent. Diabolisation et discrédit. Voilà, je passe sur les détails parce que vous les connaissez, sûrement en partie, mais s'il y a besoin d'en donner, je vous en donnerai. Donc, voilà comment on s'y prend très simplement pour discréditer les sages-femmes. Et ça, quand même, pendant des siècles. Je veux dire, ça compte beaucoup. Et ça va se terminer par une partie très forte. Alors, vous savez que les hôpitaux ne sont pas utilisés par les femmes, à l'exception de celles qui n'ont pas de toit, qui sont pauvres ou qui veulent dissimuler une naissance. Donc, rappelons ça. Les hôpitaux ne sont utilisés que par, en général, les femmes les plus pauvres. Voilà. Donc, la question ne se pose pas simplement, mais on va tout faire pour que les médecins s'occupent, y compris en dehors des hôpitaux, des naissances. Voilà. Et l'affaire va marcher. Et l'affaire va marcher malgré des personnalités tout à fait extraordinaires. Je vous cite Louise Bourgeois, mais il y en a d'autres que vous connaissez. Marie-Louise Lachapelle est une femme tout à fait extraordinaire qui tient tête à Jean-Louis Baudeloc, qui d'ailleurs l'accepte après tout. D'autres, Marianne Boivin, dont vous avez sans doute entendu parler, est une femme tout à fait extraordinaire aussi. Voilà, je passe. Marguerite Ducoudray, vous connaissez, qui a enseigné les sages-femmes au cours du XVIIIe siècle. Voilà, malgré tout ça, on va casser les sages-femmes. Et ça se termine par l'acquisition, par ceux qui vont devenir les accoucheurs et qui sont des chirurgiens de formation, d'un statut particulier qui est celui d'accoucheur des hôpitaux, fin XIXe siècle. Alors, je vous ai parlé des hôpitaux très rapidement. Rappelons que quand les médecins s'occupent à l'intérieur des hôpitaux de la naissance, ça entraîne des catastrophes. Alors, je dis ça sans aucune méchanceté, mais au XIXe siècle, comme vous le savez, on a atteint des taux de mortalité maternelle qui n'ont sans doute jamais existé dans l'histoire de l'humanité. On dépasse parfois 10% à Port-Royal, dans les grandes maternités de France, à l'Hôtel-Dieu bien sûr, et dans les maternités d'Europe, les chiffres sont à peu près identiques. On a sans doute le record. On le dit beaucoup, mais c'est sans doute vrai. Voilà. Donc, c'est l'asepsie et l'antisepsie qui vont régler ce problème. Ce n'est pas un médecin. Voilà. À l'exception de Lister, qui est un médecin, et qui va quand même comprendre les mécanismes de l'asepsie, ce qui est très fort. D'ailleurs, d'autres médecins britanniques, je vais m'arrêter. Et donc, c'est l'asepsie et l'antisepsie qui vont sauver. Rappelons seulement aussi que pendant la Révolution, on s'interroge sur la nécessité des maternités hospitalières. Pourquoi les femmes doivent accoucher dans les hôpitaux? Voilà, c'est pas du tout leur place. Pendant la septicémie qu'on appelle la fièvre puerpérale, pendant cette période du XIXe siècle, on s'interroge. Quelqu'un comme Tarnier, qui va tout faire pour mettre en route des moyens de traitement, va finir par avouer qu'il va falloir supprimer les maternités hospitalières. Vous voyez, donc l'affaire n'était pas simple. Après l'asepsie et l'antisepsie, Pasteur, voilà, Pasteur qui dit, qui proclame à l'Académie de médecine, très simplement, c'est la médecine qui est responsable de la contagion, autrement dit, de la fièvre puerpérale. Il dit ça haut et fort, hein. Il a face à lui des accoucheurs qui entendent ça difficilement. Voilà. Après, le reste, vous connaissez. Alors, il y a des gens comme Adolphe Pinard qui apparaissent comme au service des femmes, qui sont les femmes ne doivent pas travailler, les femmes doivent avoir des conditions de vie qui leur permettent d'accoucher à terme, mais il se trouve que Adolphe Pinard n'est pas du tout un féministe, hein, pas du tout. C'est un eugéniste, et il est très anti-féministe. Je vous passe là-dessus, simplement pour dire que le XXe siècle va avoir un certain nombre de progrès nouveaux, l'anesthésie, la péridurale, qui va régler un deuxième problème, c'est celui de la crainte de la souffrance, la peur de la douleur. Et effectivement, Anne a dit finalement les femmes ont peur, se sentent pas capables, mais tout a été fait pour que jusqu'à maintenant, on considère que l'accouchement soit à la fois dangereux, et on l'a dit et répété, et qu'il soit douloureux. Voilà. Donc aujourd'hui, coincé à la fois par le péril de mort, le péril de mutilation, tant des enfants que des femmes, plus la possibilité aujourd'hui de ne plus souffrir,
Tout ça attire quand même beaucoup du côté des hôpitaux, mais c'est ce qu'a dit Anne en quelques mots. Donc voilà la situation, et on comprend bien qu'il a fallu arriver jusqu'à cette période que nous connaissons, où les femmes contrôlent leur naissance, et je dis bien contrôle, c'est elles, un enfant si je veux, quand je veux, et avec qui je veux, qui peuvent ainsi, en raison de ce basculement, décider des conditions de leur naissance. Voilà. Ça s'enchaîne très naturellement vers le texte que nous a fait parvenir Yvonne Knibiller. Elle nous écrit donc « La relation entre le féminisme et la maternité a connu 5 étapes. Il émerge pendant la Révolution française en même temps que le concept de citoyenneté. La monarchie absolue ne connaissait que des sujets tous réduits à l'obéissance. Dans la famille, le père représentait le roi. La femme devait donc en plus obéissance à son mari. Au moment de la Révolution, elle nous rappelle que les hommes s'affirment en citoyens, qu'ils invitent les femmes à défendre la liberté et la Constitution, mais en tant que mères des générations futures, et donc non pas en tant que citoyennes. À défaut d'être citoyennes, on leur dit elles doivent se conduire en épouses et mères de citoyens. Nouvel épisode en 1848, suffrage universel, évidemment, que pour les hommes. Alors voilà que les célibataires, les illettrés, les ivrognes, tous les hommes, mais aucune femme, même les dames riches et cultivées, même les vaillantes mères de familles nombreuses, ont droit de vote. Cette injustice fait lever la première vague féministe, celle des suffragistes. Elles ont bien compris que la maternité ne compte pas, non plus que la paternité. Depuis les Lumières, les droits de l'homme sont universels, ils appartiennent à tous les humains. Les militantes réclament donc les droits politiques en tant qu'êtres humains à part entière. Le droit de voter, d'être élu à tous les niveaux de décision leur permettrait, pensent-elles, de conquérir ensuite les autres droits. L'avènement de la Troisième République renforce leurs revendications. Pendant les années 1880-1900, le féminisme devient un mouvement social de plus en plus actif. Cependant, dès cette époque, il est ambivalent. Et c'est ce qui est intéressant dans le texte que nous a fait parvenir Mme Knibiller, c'est qu'elle nous parle de cette ambivalence dès le départ, dès les premières articulations féministes. Pendant que les premières avocates argumentent en faveur des droits politiques, les premières femmes médecins réclament des droits sociaux particuliers pour les femmes. Un congé de maternité pour celles qui travaillent, l'accouchement gratuit pour les plus démunis, un logement décent. Elles sont entendues, au moins en ce qui concerne le congé de maternité qui se met en place entre 1909 et 1913. On qualifiera bientôt ces militantes de maternalistes et on les accusera de privilégier le droit des mères aux dépens des droits des femmes, donc de supplanter les suffragistes. Voilà la division dont on parlait dès le départ, elle s'est instaurée très tôt. La seconde vague féministe ne lève pas cette ambivalence. Certes, les Françaises reçoivent l'intégralité des droits politiques en 1944, mais en même temps, l'institution de la sécurité sociale permet d'étendre à toutes les femmes l'assurance maternité qui rembourse les frais d'accouchement et tous les soins afférents. En outre, des allocations familiales substantielles encouragent la natalité. La conséquence, c'est le baby-boom, qui semble confirmer mieux que jamais la vocation maternelle prioritaire des filles d'Ève. Pourtant, le baby-boom est en réalité un creuset de métamorphose. 3 innovations capitales apparaissent. Primo, l'État-providence de plus en plus comme soutien de famille. Secondo, l'essor économique des 30 Glorieuses attire les femmes, mères comprises, sur le marché du travail. Et tertio, le relèvement du taux de natalité n'empêche pas les progrès de l'avortement clandestin, environ 1000 par jour pendant les années 50, ni les progrès des années contraceptives qui sont introduites au début des années 60. Le désir de réduire les naissances s'exprime donc en actes, bien avant de constituer une revendication officielle. En même temps, les mères du baby-boom sont déçues par les droits politiques qui demeurent formels, puisque très peu de femmes sont élues, 1% à l'Assemblée nationale entre la fin des années 1940 et la fin des années 1970. Ainsi, une seconde vague féministe se lève-t-elle au milieu des années 50. Maternité heureuse, le prélude au planning familial est fondé en 1956. Elle rassemble des jeunes femmes plus instruites, plus ambitieuses que leurs mères, désireuses de faire reconnaître leurs attitudes, leurs compétences et leur liberté. Elles lisent le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Elles en retiennent l'idée que la maternité a été une manière douce d'enfermer les femmes au foyer pour les écarter de la vie publique et pour maintenir la domination masculine. Maternité égale aliénation. La maternité aliène abusivement les femmes au service de la société patriarcale. Pour s'affirmer en tant que sujet libre, elles veulent disposer de leur corps, de même que les hommes disposent du leur, donc maîtriser leur fécondité. La maternité doit être un choix, un projet personnel, et Yvonne Knibiller ajoute, elle ne se justifie que comme épanouissement narcissique du moi féminin,
La suite est archi connue. Après des luttes passionnées, elles obtiennent la promulgation des 2 lois révolutionnaires, la loi de Wirth en 67 et la loi Veil en 75, donc dépénalisation de la contraception et dépénalisation sous condition de l'interruption de grossesse. Pendant la même décennie, elles reçoivent aussi l'intégralité des droits civils, abolition de l'obéissance au mari, autorité parentale, divorce par consentement mutuel. L'égalité des sexes paraît acquise, au moins selon le Code. Soulignons pourtant que le droit à l'IVG confirme lourdement la différence et l'inégalité entre les hommes et les femmes. Avorter n'a rien d'une partie de plaisir, les hommes en sont exonérés, comme si les femmes assumaient seules ou en priorité la reproduction de l'espèce. D'un autre côté, et à contrario, certaines jeunes femmes vivent le fait de donner la vie comme une jubilation, un privilège sublime, auquel les hommes n'accéderont jamais. Elles en exaltent les joies charnelles et affectives, c'est le cas d'Annie de Clerc. La stérilité devient inacceptable. Dès que le corps médical propose une assistance à la procréation, il est submergé de demandes. Et en même temps, l'adoption, favorisée par des lois nouvelles, connaît une expansion galopante. Il s'avère donc que la plupart des femmes souhaitent devenir mères, mais pour autant, elles ne veulent plus renoncer à leurs activités hors du foyer. Disons même qu'elles ne peuvent plus, ce serait se déjuger. Injonction contradictoire, point d'interrogation. C'est ici que s'installe le problème qui vous préoccupe. Dès les années 1970, les féministes de la deuxième vague se partagent en 2 tendances, féminisme de la différence et féminisme de l'égalité. Pour les premières, la différence est une richesse, elle est nullement contradictoire avec l'égalité, à condition que l'on repense les formes de l'égalité. Le but à atteindre, c'est l'égalité dans la différence. Pour les autres, la différence risque toujours d'être interprétée en termes d'infériorité. Elle tente à écarter les mères de la vie publique. Elle disqualifie les femmes aux yeux des hommes et aussi à leurs propres yeux. Les féministes de l'égalité refusent fermement toute discrimination positive, en particulier les droits sociaux spécifiques liés à l'enfantement. On peut, disent-elles, les remplacer par le droit aux soins, qui est, lui, universel. De ce point de vue, en effet, les maisons de naissance perdent toute justification. Les parturientes pourraient, devraient se réapproprier leur corps en militant dans les établissements de soins ouverts à tous, avec le concours éventuel de soignants et soignantes. Mettre les femmes à part, c'est toujours dénier, ou du moins compromettre l'égalité des sexes. La scission entre féministes de l'égalité et féministes de la différence s'est exprimée aussi récemment, à propos des mères porteuses et ensuite à l'occasion d'une loi pénalisant le client des prostituées. En simplifiant beaucoup, on pourrait dire que les féministes de l'égalité privilégient la liberté absolue des femmes, alors que les féministes de la différence ont le souci de protéger les femmes les plus faibles contre toute forme d'exploitation. Les féministes de l'égalité sont plus combatives, elles sont actuellement en position dominante. Pour rester du côté de l'accouchement, le risque est d'en arriver au meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Les fœtus y sont mûris dans des utérus artificiels et donc les corps féminins sont dispensés de la grossesse et de la parturition. Or, nos savants nous promettent l'utérus artificiel pour dans un siècle, peut-être moins. En attendant, l'Américain Thomas Beatty, un homme transgenre, a réussi à porter et mettre au monde 3 enfants. La distinction primordiale entre le corps femelle et le corps mâle devient-elle caduque? Un autre problème très présent dans les débats actuels, c'est l'accueil des jeunes enfants. La délégation des soins dits maternels n'est pas un usage récent, mais les conditions évoluent actuellement de manière significative. On assiste à une professionnalisation et une marchandisation accélérée des modes de garde. Ainsi donc, dans le domaine des soins aux enfants comme dans celui de l'accouchement, le rôle de la mère, sa définition, sont en pleine décomposition-recomposition. On n'en parle pas assez. Je voudrais finir, donc, je suis toujours Yvonne Fiedler. Je voudrais finir en donnant ma définition personnelle du féminisme. C'est l'autre face trop longtemps cachée de l'humanisme. L'humanisme est une doctrine qui se donne pour but l'épanouissement de la personne humaine, mais la personne humaine est à la fois sexuée et genrée. Ce qui convient à l'épanouissement du masculin ne convient pas toujours, ne suffit pas toujours à l'épanouissement du féminin. Et de même que le combat humaniste ne connaît pas de fin, parce que le changement social fait sans cesse apparaître de nouvelles injustices et de nouvelles inégalités parmi les humains, de même le combat féministe ne connaîtra jamais de fin, parce que le changement social fait sans cesse apparaître de nouvelles injustices et de nouvelles inégalités entre les femmes et les hommes. Souhaitons que la vigilance et la bienveillance des féministes, femmes et hommes, égalitaristes et différentialistes réussissent à prévenir les dérapages nuisibles aux femmes, encore une fois. Yvonne Fiedler. Alors, en quelques mots rapidement, quels sont, selon moi, les grands enjeux féministes? Il y en a 3. La violence, donc les questions des violences, la liberté et, plus subtil mais néanmoins très important, le rapport entre les droits de la mère et les droits de l'enfant. Les violences de 2 sortes. D'abord, avant de parler des violences, une petite évidence, mais peut-être il faut rappeler l'évidence pour que tout le monde comprenne bien les choses.
c'est qu'il faut rappeler qu'un accouchement, c'est un ensemble de réflexes dont n'importe quelle femme, comme n'importe quel mammifère, est capable de mettre seule des enfants au monde. Voilà, parce que le corps, à un moment donné, prend possession des choses, se met à produire des contractions, et finalement éjecte l'enfant du corps comme un mécanisme similaire à un éternuement, un vomissement, des fécations, etc. etc. Donc, c'est évident, mais pour la plupart des gens, ils ne le savent pas. Alors on pourrait imaginer que dans ce contexte, le monde médical ne s'occupe que des cas pathologiques. Donc on estime qu'à 80% des situations d'accouchement sont normales et n'ont besoin d'aucune aide. Et on pourrait s'attendre à ce que l'avancée de la médecine se concentre sur ces 20% de problèmes potentiels, de situations à risque, etc. etc. Mais ce n'est pas le cas. Donc l'organisation médicale fait en sorte que tous les accouchements sont médicalisés, sont considérés comme pathologiques. On considère que les femmes sont des êtres faibles, juste une carcasse qui est là et qui a besoin de l'aide extérieure pour pouvoir accoucher. Et ce mécanisme, ce principe de prise en charge induit par nature des violences obstétricales. Donc on impose aux femmes de se coucher sur le dos, on lui impose de pousser quand elle ne le veut pas, de ne pas pousser quand elle veut, de subir des injections pour accélérer les contractions. Du coup elle a mal, elle demande la péridurale, on met la péridurale, et puis ça ralentit, ça perturbe l'accouchement, on remet une dose d'hormones, etc., pour finalement aboutir à des extractions instrumentales, tout ça dans un contexte de rapidité, parce que voilà, il faut libérer la salle d'accouchement, etc., etc. Donc, il n'est plus possible pour une femme qui a une grossesse normale et qui pourra accoucher de façon très simple, chez elle, tranquillement, ou n'importe où, mais en tout cas de façon évidente, d'arriver au bout de ses fins. Donc ça, c'est un premier type de violence. Moi, je considère qu'à partir du moment où un acte médical inutile est posé sur une femme sans son consentement éclairé, il s'agit de violence obstétricale. Deuxième type de violence, qui est moins courante, mais néanmoins suffisamment fréquente parce qu'elle revient dans beaucoup de témoignages, c'est plus des violences sexistes, c'est plus une question d'humiliation, de punition qui est infligée aux femmes. Et ça, je rattache à une conception catholique traditionnelle de la conception des femmes, le fameux « tu enfanteras dans la douleur », qui est une punition parce que la femme ne croit plutôt à pécher en ayant une relation sexuelle. Donc, là, on retrouve cette idée qui est particulièrement bien illustrée dans une réflexion que vous avez probablement entendue, qui est dans l'ancien temps, on voyait des femmes demander de l'aide parce qu'elles avaient mal, et l'infirmière ou la sage-femme ou la bonne sœur qui était là lui répond sèchement, au moment où tu faisais cet enfant-là, tu ne m'appelais pas. Donc c'est un petit peu cette idée de punition. Aujourd'hui, c'est plus cette question-là qui est mise en avant, mais c'est d'autres formes de punition. Donc on voit des humiliations, des propos désagréables infligés aux femmes qui sont en train d'accoucher parce qu'elles sont trop jeunes, parce qu'elles sont trop vieilles, parce qu'elles sont trop grosses, parce qu'elles sont trop pauvres, parce qu'elles font trop de bruit, parce qu'elles exercent leur intelligence en critiquant le protocole médical qui leur est infligé, parce qu'elles ont des exigences en termes de position, etc., etc. Et donc il y a beaucoup de témoignages de femmes qui mettent en avant cette question d'humiliation au moment de leur accouchement. Donc, quelque part, les médecins s'érigent en juges moraux pour déterminer quelles femmes sont à considérer comme des mères dignes d'être mères ou pas. Parfois, les violences vont encore un cran plus loin, où j'ai même reçu des témoignages de violences physiques avec des instruments du genre une césarienne à vif, etc., etc. Donc, parfois, ça va très loin dans l'extrême de violences infligées aux femmes dans ce contexte médicalisé. Mais qui n'est pas généralisé, heureusement, mais qui est quand même fréquent et tout à fait condamnable. Deuxième grand thème, deuxième grand enjeu féministe, c'est la question de la liberté. Les femmes sont très gentilles, ça j'ai toujours constaté, et les femmes enceintes sont encore plus gentilles que les femmes normales. Et je suis toujours interpellée quand j'entends des amies enceintes qui me disent « Ah bon, je peux refuser un déclenchement ?» Oui, tu peux refuser un déclenchement, tu peux tout refuser, c'est ton corps t'appartient, donc toi seul décides qui le touche, toi seul décides quel acte médical on va subir à ton corps, et toi seul peux décider si oui ou non tu fais ceci, tu fais cela. Évidemment, c'est très difficile, parce que non seulement il faut être conscient qu'on peut, mais en plus il faut arriver à l'imposer. Donc ça, c'est encore tout un autre enjeu, mais ça rejoint clairement la question qui était évoquée précédemment, donc la notion de mon corps m'appartient, qui est quand même un fondement féministe. Et ce
Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on n'est pas seul. Donc la loi Kouchner prévoit le consentement éclairé par rapport à tout acte médical. Donc c'est simplement la loi. On demande que l'application de la loi. Pourquoi un consentement éclairé et pas un consentement tout seul? Parce que le consentement tout seul, c'est facile. Voilà, le gynécologue arrive près de la femme enceinte et lui dit on va déclencher parce que sinon votre enfant risque de mourir. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, généralement on dit oui. Le consentement éclairé va quand même un cran plus loin. Il exige qu'on explique à la femme est-ce qu'effectivement elle est en train de mourir ou pas, est-ce qu'il y a un danger ou pas, et puis par rapport à l'acte, donc déclencher quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, ne pas déclencher quels sont les avantages et les inconvénients, et au final lui permettre de faire un choix éclairé, parce que c'est son corps, c'est elle qui doit se le mettre par rapport à ce processus. Donc c'est le premier point, question de la liberté par rapport à tous les actes médicaux. Deuxième notion de liberté, c'est par rapport aux conditions de l'accouchement. Donc et ça de nouveau la loi est avec nous, parce que la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu la liberté comme liberté fondamentale, le droit de choisir les conditions dans lesquelles on donne naissance, c'est le droit à la vie privée, qui dit en substance que chaque femme peut accoucher où elle veut, comme n'importe quel autre acte. Et là aussi, derrière cet enjeu-là, en France encore beaucoup plus qu'en Belgique, vous êtes très très mal lotis parce que les pouvoirs publics qui doivent mettre à disposition de l'ensemble des femmes ce choix réel, c'est-à-dire soit d'accoucher en hôpital, accoucher en maison de naissance, accoucher avec la personne de son choix, par exemple avec sa sage-femme libérale, avoir accès aux plateaux techniques d'un hôpital, accoucher à domicile. Donc tous ces choix-là devraient être offerts à l'ensemble des femmes de façon égale et garantie par les pouvoirs publics. Or, ce n'est pas le cas. Donc encore une fois, la loi est là, mais il faut encore l'appliquer concrètement sur le terrain. Troisième grand enjeu, plus subtil mais néanmoins très important auquel il faut tenir compte, c'est ce fameux lien droit de la femme versus ou en lien avec le droit de l'enfant. Donc quand je parle sur les questions d'accouchement respecté, le droit des femmes à ne pas subir de violence ou à exercer sa liberté, souvent les gens réagissent en disant oui, ok, effectivement, on ne peut pas interdire aux femmes de choisir, mais qu'en est-il de l'enfant? Et à la limite, peu importe que les femmes crèvent dans d'atroces souffrances à la maison en mettant au monde leur enfant, à condition, on ne veut pas qu'elles attendent à la vie de cet enfant. Et donc apparaît des gens, des obstétriciens, même au Café du Commerce, un tas de gens qui disent nous, on va refuser aux femmes le droit d'exercer leur libre disposition, leur corps, de ne pas subir de violence, au nom de l'intérêt de l'enfant à naître. Ça paraît très théorique comme ça chez nous, mais il faut savoir que dans certains pays, c'est effectivement le cas. Je pense à l'Irlande, on est toujours dans l'Union européenne, où les juges peuvent imposer à une femme le fait de subir une césarienne contre sa volonté. En Angleterre, il arrive régulièrement que des femmes également se voient contraintes à faire des césariennes contre leur volonté, voire même plus loin, se voir enlever l'enfant du ventre par une césarienne non voulue, pour être placée en institution parce qu'on estime que la femme est potentiellement dangereuse pour son enfant. Donc il y a des femmes qui traversent et qui viennent accoucher en Normandie, en France, pour éviter de se voir enlever leur enfant comme ça. Tout dernièrement au Brésil, il y a encore eu un cas de femme qui ont été cherchées de force, donc envoyées par le juge, la force de police, qui sont allées la chercher chez elle pour l'emmener à l'hôpital pour faire subir une césarienne. Donc c'est pas simplement quelque chose de théorique, c'est un danger qui est là et auquel il faut vraiment tenir compte. Et c'est aussi, quelque part, le fait de cette tendance qui est d'opposer les droits de l'enfant aux droits de la mère, c'est aussi une porte d'entrée pour la remise en question de tout ce qui est droit à l'avortement, droit à la contraception, etc., etc. Donc, il faut vraiment être très attentif à cette question-là. Et bon, pour sortir de ça, il faut être clair. Moi, je ne connais aucune femme qui a envie d'accoucher un enfant mort-né ou handicapé. Enfin, donc opposer les droits de l'enfant et considérer que d'office la femme est une harpie méchante qui va tenter la vie de son enfant, c'est quand même une vision complètement en décalage par rapport à la réalité des femmes qui veulent ça tout simplement, ne pas subir de violence, avoir la liberté de donner naissance à la façon dont elles souhaitent, en fonction de leurs valeurs, et d'accueillir leur enfant de la meilleure façon qui soit. Donc voilà, c'est un petit peu les trois grands enjeux féministes, donc la violence, la liberté et le rapport entre le droit de la femme et le droit de l'enfant. Alors, on pourrait dire que ça ne concerne finalement pas grand monde, mais il faut savoir que cette année, en France, il y aura 800 000 femmes qui vont accoucher. Sur ces 800 000 femmes, la quasi-totalité va subir soit des violences, soit, ou les deux, des privations de liberté. Que 80 000 femmes vont se retrouver en dépression postnatale, c'est-à-dire avec des troubles psychiatriques.
qu'il y aura presque 50 000 femmes qui vont vivre des stress, le syndrome de stress post-traumatique, c'est-à-dire les mêmes troubles de la personnalité et du comportement que des gens qui ont subi des tortures, qui ont subi des violences extrêmes, qui ont subi des attentats. C'est les mêmes syndromes que les soldats qui reviennent d'Irak ou d'Afghanistan. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas simplement vouloir rendre les femmes un peu plus heureuses, il y a vraiment derrière ces questions-là des enjeux de santé publique. Alors voilà, moi je rêve, enfin en tout cas en Belgique on est en train de mettre des choses en place, c'est une alliance entre les sages-femmes, entre les praticiens qui sont dans une logique d'accouchement respecté, entre les féministes, entre les défenseurs des droits de l'homme, entre les gens, entre la société civile, les gens qui promeuvent des questions de santé, pour arriver à faire avancer les questions de respect des femmes au niveau de la naissance. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des femmes qui accouchent en sortent meurtries. Ce sont des rescapés. Et je pense qu'il est temps de mettre en place des conditions pour permettre aux femmes de vivre cette expérience et d'en sortir triomphante. Moi, je pense que mon féminisme, il se pose sur la possibilité de donner aux femmes d'accoucher comme elles veulent, avec péridurale ou pas péridurale. Donc, je vais vous expliquer mon parcours et vous comprendrez pourquoi je suis arrivée jusque-là. Donc, pendant mes premières années de médecine, je me suis demandé ce que j'avais envie de faire comme spécialité. Et en 4e année de médecine, il m'est venu que je voulais faire des accouchements à domicile. Donc, j'ai choisi de faire l'internat de gynécologie obstétrique. Et en faisant cet internat, je me suis rendu compte que c'était difficile pour moi, en tant que gynécologue obstétricienne, d'arriver à faire des accouchements à domicile dans un pays qui n'encourageait pas du tout ça. Je me suis donné les moyens en allant jusqu'à choisir comme sujet de thèse l'accouchement à domicile. Donc, je suis allée en Hollande, je suis allée aussi en Suède pour voir des maisons de naissance. Et donc, j'ai vraiment potassé la question. Et que finalement j'ai mis de côté. Et après, donc, je suis arrivée à la maternité de Saint-Vincent-de-Paul où j'ai travaillé pendant 10 ans. Et paradoxalement, je me suis beaucoup occupée des grossesses à haut risque dans cette maternité-là, que j'aimais beaucoup, qui était très humaine. Mais je me suis toujours occupée des grossesses à haut risque et des grossesses à bas risque en même temps. Donc, par exemple, j'ai introduit la formation pour les sages-femmes sur les positions d'accouchement. Et j'ai aussi essayé de travailler sur un projet de maison de naissance à Versailles qui n'a pas eu lieu parce qu'après le chef de service a démissionné. À la suite de ça, donc, la maternité de Saint-Vincent-de-Paul a fermé en 2011. Et donc, on a été fusionné avec Port-Royal et il s'avère qu'on fait 5300 accouchements par an dans une maternité de niveau 3. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible de parler que de grossesse à haut risque, que de pathologie pour 5300 accouchements. Il faut mettre l'accent autant sur le haut risque que sur le bas risque. Et donc, je me suis dit que j'allais monter ce qu'on appelle un pôle physiologique. Donc, l'idée, c'est comme les maisons de naissance, c'est d'essayer d'accoucher comme à la maison dans une structure hospitalière. Donc, ça fait 2 ans que j'essaye de monter ce projet-là. Il a 3 axes, en fait. Un, créer une salle nature pour que les femmes puissent accoucher donc sans péridurale. Former les sages-femmes à un accompagnement moins donc médicalisé sur les positions d'accouchement, homéopathie, acupuncture, etc. Et je me suis appuyée sur un réseau de sages-femmes libérales que j'ai créé autour de la maternité de Port-Royal. Donc actuellement, il y a 80 sages-femmes qui participent à ce réseau-là. Voilà. Et donc finalement, je me suis rendu compte qu'en faisant ce pôle physiologique, finalement, ça allait remettre en question quand même pas mal de choses dans la maternité de Port-Royal. C'est-à-dire qu'on se pose maintenant des questions sur comment on prend en charge les grossesses à Paris. Ça fait un peu un effet boule de neige et c'est ça qui m'intéresse finalement. Donc maintenant, il se passe quand même des choses au staff le matin où on se demande pourquoi on a augmenté le Syntocinon, pourquoi on a rompu la poche des os. Donc c'est quand même intéressant dans des grosses structures comme ça qu'il y ait des questions qui se posent de cet ordre-là. Donc ce que je voulais... c'était important pour moi de créer ce pôle physiologique parce que donc moi j'ai accouché à la maison donc en 98 quand j'ai fait ma thèse sur l'accouchement à domicile, donc j'ai fait la théorie et la pratique en même temps. J'ai accouché 4 fois sans péridurale et ce qui m'attriste actuellement, alors bien sûr je travaille à Port-Royal donc je suis face à des femmes qui viennent pour avoir la péridurale, mais il n'y a pas beaucoup de questionnements pour moi des femmes enceintes sur qu'est-ce qu'elles veulent faire de leur accouchement. Donc je prends l'autre pied, mais on est là, le contre-pied, mais on est là pour ça. Moi, j'aimerais bien que les femmes, qu'il y ait une question qui vienne des femmes pour forcer les professionnels à amener les femmes, toutes celles qui veulent, à pouvoir accoucher sans péridurale, comme à la maison, avec un accompagnement global, etc. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce lieu-là,
pour les femmes qui veulent accoucher comme ça, mais peut-être aussi pour poser des questions aux femmes qui n'auraient pas eu l'idée de ça. Donc, à partir de septembre, je voulais organiser des réunions d'information au sein de la maternité de Port-Royal pour expliquer les différentes prises en charge pour une grossesse à Paris, qu'est-ce qui est possible. Et donc, à Port-Royal, on a commencé à introduire l'hypnose, l'acupuncture. Donc, il y a eu un étayage des préparations à la naissance, les sorties précoces, on discute les projets de naissance. Donc, il y a des choses qui bougent quand même à l'intérieur par rapport à ça. Et ce que j'aurais voulu dire de plus, c'est qu'aussi, il y a un message que j'aimerais passer, mais que je ne sais pas comment le faire passer. C'est compliqué un premier accouchement. Moi, j'ai eu très mal pour mon premier accouchement, ça a duré 7 heures. Un peu moins sur les 3 autres, c'était plutôt 2 heures. Donc, j'ai vraiment faire passer le message. Pourquoi on n'incite pas plus les femmes à essayer d'accoucher sans péridurale à partir du 2e, 3e ou 4e accouchement? Ça me semble plus simple parce que c'est plus court. Voilà, pourquoi ce message ne passe pas plus facilement? Et donc, les difficultés que je rencontre, il y a eu des difficultés financières, etc., mais ça, c'est pas le principal. Bien sûr, c'est difficile dans une maternité comme la nôtre d'accompagner une femme sans péridurale, mais je trouve que donc la Sanature, elle n'a pas ouvert il y a très longtemps, il y a 10 jours, il y a eu 3 accouchements sans péri dans cette salle. Et les sages-femmes, elles sont, enfin, moi je les admire parce que donc elles sont en charge souvent 3 femmes, dont une sans péridurale, et elles font beaucoup d'efforts et elles assument quand même. Mais c'est vrai que idéalement, ce serait mieux qu'on ait des sages-femmes qui soient dédiées à ce pôle physiologique, mais il faut trouver plus de financement. Voilà, ça viendra peut-être un jour, mais c'est pas parce qu'on n'a pas de financement et tout le reste qu'il faut rien faire dans ce genre de maternité. Donc en première année de formation, on nous avait demandé pourquoi nous avions choisi ce métier. Et j'avais répondu avec conviction, vraiment, un métier de femme pour les femmes. J'ignorais que les études s'ouvriraient aux hommes quelques années plus tard, et puis j'oubliais un peu que la naissance, ça pouvait concerner aussi les pères et les nouveau-nés. Mais je voulais être aux côtés des femmes pour affirmer avec elles leur droit à disposer d'elles-mêmes. De l'époque de mes études, ce sont les souvenirs les plus sombres qui me reviennent. La solitude des femmes, clouées par les premiers monitorings, parce que ça date un peu, mes études, clouées par les premiers monitorings sur des tables d'accouchement étroites et inconfortables. Aucune explication n'était donnée, aucun crédit n'était accordé à ce qu'elles disaient. Au moment de l'expulsion, elles étaient attachées, les cuisses étaient attachées sur les étriers, les poignets étaient ceinturés le long du corps. Et parfois même, il y avait des épaulettes qui les empêchaient de pouvoir reculer sur la table si elles nous trouvaient trop agressives. Voilà. Livrés pieds et poings liés aux bons soins du médical. Bien sûr, à l'époque, je trouvais cela dérangeant, mais on nous formait à penser ces rituels indispensables à la sécurité de la naissance. Et je pense que c'est important de voir aussi du côté des sages-femmes comment on peut avoir du mal à se libérer de ça. Le temps est passé, mais l'obstétrique française continue à voir en toute femme enceinte une bombe prête à exploser. Situation qui justifierait toutes les contraintes, tous les gestes et actes qui lui sont imposés, puisque c'est pour son bien. Chaque soignant semble savoir mieux que la femme ce qui lui convient. Et comme nous savons mieux qu'elle, il est logique de la guider. Et guider, c'est un mot soft, on pourrait dire diriger. C'est d'ailleurs ainsi que l'on nomme les accouchements minutés qui deviennent la norme dans les maternités. Rupture de la poche des os, péri, synto. L'accouchement est dirigé, la femme aussi. Moi, j'ai eu la chance, il y a 35 ans, de prendre mon premier poste à Châteauroux chez Max Ploquin. J'y ai découvert une autre façon d'exercer. À l'hôpital, on nous apprenait à douter, et les femmes doutaient avec nous. À Châteauroux, les femmes s'appuyaient sur notre confiance en elles, et ça changeait tout. J'ai réalisé bien plus tard que notre confiance ou notre défiance se communique aux femmes. C'est une évidence, mais j'ai mis pas mal d'années à réaliser ça. Pas de façon explicite, bien sûr, mais le message passe de façon subliminale. Cette transmission me semble à la base des grandes divergences de point de vue concernant les pratiques autour de la naissance. Ceux qui considèrent les femmes enceintes comme des êtres fragilisés, démunis, incapables de savoir ce qui est bon pour elles, dépendantes du médical, seules capables d'assurer le bon déroulement des événements, ceux-là auront affaire à des femmes inquiètes, dociles et rassurées par une prise en charge technicisée. A l'inverse, si nous parions sur la compétence des femmes, leur savoir-faire, si nous acceptons l'idée que l'humain ne se protocolise pas et que la sécurité de la naissance se garantit par notre soutien vigilant plus que par notre interventionnisme, alors non seulement nous favorisons le bon déroulement de l'accouchement, mais les femmes puisent dans cette aventure une force et une confiance qui les accompagnera bien au-delà de ces moments. Les sages-femmes peuvent, les sages-femmes doivent être celles qui aident à faire bouger le curseur de l'accouchement pour aller du mauvais moment vers l'expérience féminine fondatrice. Actuellement installée en cabinet en ville, je n'accompagne plus d'accouchement. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse. Dans ma ville, faute de maison de naissance, puisque voilà, c'est pas encore passé finalement, faute de plateau technique ouvert aux sages-femmes libérales, la seule possibilité d'accompagnement, c'est l'accompagnement global en accouchement à domicile.
Et à Nantes, comme ailleurs en France, il est impossible d'être en règle avec nos obligations d'assurance. Je rappelle que le coût de l'assurance pour l'accouchement à domicile est supérieur au revenu annuel moyen des sages-femmes. Celles qui accompagnent les naissances à la maison se retrouvent dans une illégalité bien involontaire et menacées de sanctions pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'exercice. Certaines, du coup, renoncent, pas toutes. Et on peut les... Enfin voilà, je suis très admirative des sages-femmes qui mènent ce combat-là. L'impossibilité de s'assurer pour cette pratique, comme l'interminable feuilleton des maisons de naissance françaises, dénie aux femmes le droit de choisir où leur enfant naîtra. Je reviens à ma pratique actuelle. Une de mes activités est la préparation à la naissance. Et ce temps est un temps essentiel. Il s'agit d'aider les femmes et les couples à s'interroger et à s'emparer de leur accouchement. Trop souvent, la voie leur paraît toute tracée. Ils sont prêts à embarquer pour le meilleur des mondes proposé par Baby Boom et consorts. Ce monde merveilleux de la technique où tout est formaté, où tout semble devoir s'enchaîner parfaitement pour garantir la livraison d'un produit certifié conforme et déposé à l'heure dite. Combien de femmes ont conscience qu'elles devraient avoir le choix du praticien suivant leur grossesse, le choix de la maternité ou de ne pas aller en maternité, le choix de se passer de la péridurale, trop souvent pensée comme incontournable. Combien de femmes ont connaissance des alternatives possibles pour les aider à traverser la douleur? Combien ont la connaissance de leurs propres ressources? Et combien savent que ces ressources seront d'autant mieux mobilisées qu'elles se sentiront accompagnées et soutenues par les sages-femmes disponibles? C'est à nous de favoriser ces questionnements. Je pense à cette femme évoquant son accouchement quelques années plus tôt. Nous parlions de la liberté de mouvement et j'interrogeais son souvenir. Elle avait d'abord affirmé « Oui, j'ai pu faire tout ce que je demandais ». Et puis après un silence songeur, « Enfin, j'ai rien demandé non plus ». Le formatage est tellement réussi que les règles sont intégrées. Comment revendiquer son autonomie quand on n'a même pas conscience d'en être privé? Et quand les femmes, souvent grâce aux réseaux sociaux, s'interrogent et envisagent d'accoucher autrement, le piège se referme à nouveau. Je suis désolée, parce que je l'avais écrit avant de t'entendre. Partout, on voit éclore des salles dites physiologiques. Elles sont gaies, colorées, une baignoire, un gros ballon, un lit plus large ou plus rond, des coussins. Les maternités s'emparent de la demande d'un accouchement moins technicisé et le réduisent à quelques accessoires. Les sages-femmes sont aussi peu disponibles que dans les salles voisines, les protocoles presque aussi rigides, la défiance tout aussi présente. Ces lieux ne conservent que la forme et oublient le fond. Mais ce sont encore une fois les femmes qui se sentiront fautives de ne pas avoir su vivre l'accouchement comme elles le souhaitaient. Accompagner une femme, l'aider à se connecter à son corps dans ce qu'il a de plus vivant, l'aider à se découvrir capable de traverser ce paroxysme physique et émotionnel qu'est le travail de la mise au monde, oui, c'est un combat féministe, parce qu'il reconnaît à la femme ses propres forces et compétences. Il ne s'agit pas de réduire la femme à sa maternité, mais de lui permettre, si elle en a le désir, d'explorer aussi cet aspect-là de sa féminité. Imposer une péridurale, que ce soit que par le discours ou par les actes, revient à nier la force du féminin. Il y a bien évidemment des femmes qui en ont un absolu besoin, pour qui, sans cette aide, l'enfantement ne serait qu'une épreuve douloureuse. Il y a celles qui la choisissent en toute conscience, pour d'autres motifs que la douleur, comme cette femme me disant « Je préfère accoucher 3 fois sous péridurale que faire une psychanalyse ». Et l'histoire est vraie. Mais combien de femmes se sont senties démunies, incapables, parce que rien ne leur était proposé pour les aider à franchir le gué. Le combat féministe, c'est de rendre aux femmes la possibilité de choisir, mais en se gardant des dictées de nouveaux dogmes. C'est simplement reconnaître à la femme son droit à disposer d'elle-même, en choisissant la maternité ou en la refusant, et quand l'enfant est bienvenu, en étant en mesure de décider des conditions, lieux et personnes qui l'accompagneront lors de ces heures intenses. Merci. Le MLAC, c'était quelque chose, c'était une pratique qui a été assumée essentiellement par la société civile, c'est-à-dire par les femmes, il y avait des médecins, effectivement, du GIS, etc., à l'intérieur du MLAC. Ça, c'est quelque chose qui a été exclusivement français. Ça n'est pas arrivé dans un autre endroit dans le monde. Donc, d'un seul coup, les femmes qui décident, parce que justement, il n'y avait pas d'aide sur le plan de la majorité de la médecine et de ce qui se passait à ce moment-là, à part une poignée de médecins, on va dire que c'est une poignée par rapport à l'immensité des médecins qui existaient à ce moment-là, de prendre en charge l'avortement, puisqu'à ce moment-là, pour pouvoir avorter, il fallait se mettre une sonde, et c'est le fait de laisser cette sonde qui permettait
de s'infecter, et c'était l'infection qui permettait de décoller l'œuf. Donc vous voyez les complications évidemment que ça entraînait, que ce soit en termes de mortalité suite à des septicémies, ou que ce soit en termes de stérilité au niveau de la vie, plus aussi les conséquences plus mécaniques qui existaient, les violences du col, etc. Bon, donc je passe là-dessus. Donc il se trouve que c'est la société civile essentiellement. Le MLAC, c'est l'organisation de la société civile, et je voulais rendre hommage ici, dans la société civile, des enseignants. Les MLAC ont été essentiellement fonctionné avec les enseignantes. Voilà. Donc, c'est-à-dire une espèce de prise de conscience comme ça. Il y avait en même temps, comme on était dans une situation d'illégalité, il y avait en même temps moi ce que j'ai ressenti, on savait donc qu'il allait faire avancer les choses au niveau des parlements et donc des lois. Et pour pouvoir faire avancer les choses au niveau des parlements, au niveau des lois, il allait falloir faire avancer les choses sur un plan juridique. Pour pouvoir faire avancer les choses sur un plan juridique, il fallait militer. Et tout ce qu'on faisait était illégal. Donc on savait que ce qu'il fallait, c'était se faire arrêter et avec ces arrestations, pouvoir permettre de faire des procès pour que ces procès amènent à légiférer. Bon, c'est ce qui s'est passé. Donc, ce qu'il y a eu et ce qui, moi, m'a semblé un moment complètement incroyable dans ma vie, et je dirais que c'est le seul moment qui a été comme ça dans ma vie à ce point-là, c'est qu'on savait toutes que quelques-unes seraient prises. Quelques-unes parmi nous, toutes, là, seraient prises. Et que ce qui ferait notre force, c'est la solidarité. Et là, j'ai jamais rencontré un moment de solidarité féminine pareil. Voilà. Et aujourd'hui, puisque le thème de cette table ronde, c'est féminisme lequel, on va dire que quand même le féminisme français est quand même essentiellement a été porté effectivement par ce mouvement-là, qui a été au cœur, mais on a oublié ses racines, son mouvement et ce qui a fait son dynamisme intérieur. Par contre, il n'a pas oublié le fait que l'avortement était une vraie liberté de la femme, puisque c'était un véritable choix. Et que choisir, c'est savoir renoncer. Donc c'est ça ce qui s'est passé. Donc apprendre à renoncer, c'est pas simple, parce que le choix est toujours sacrificateur, que ce soit de garder un enfant ou de ne pas le garder. Voilà. Donc ça c'est, je dirais, la base de cette réflexion. Et en France, il y a eu une telle liberté, il s'est passé quelque chose de tellement fort que, de mon point de vue, là je parle que pour moi, les choses se sont un petit peu figées autour de l'avortement, qu'on a effectivement gagné dans la rue, et comme dit Jeanne, contrairement à la contraception, qui elle s'est gagnée au niveau des législations un petit peu avant donc l'avortement. Donc je pense que ce qui se gagne pour les femmes quand c'est quelque chose qui est vraiment vrai, ça se gagne dans la solidarité, dans la rue, effectivement, en faisant des pressions sur les pouvoirs publics et quand on veut vraiment les choses. Mais on se retrouve avec de mon point de vue encore, dans une pensée où ce qui sauve les femmes, et c'est pas complètement faux je pense, c'est la pensée que les femmes sont indépendantes quand elles travaillent, c'est-à-dire quand elles ont un salaire et qu'entre autres elles vont pouvoir assumer les enfants qu'elles font. Ce qui n'est pas faux, ça. Ce qui fait que les femmes françaises quand même travaillent énormément par rapport aux autres femmes d'Europe et ont un système de garde d'enfants qui n'est pas si mal que ça par rapport à l'ensemble des pays d'Europe. Je pense que ces deux points expliquent en partie la natalité française, qui est plutôt une bonne natalité par rapport à l'ensemble de l'Europe. Donc ça, ce sont des points qui sont assez importants. En même temps, ces histoires de liberté de la femme et d'indépendance économique de la femme font qu'il faut qu'elle retourne vite au boulot. Donc qu'elle ne rencontre pas, on va dire, ce que se sont permis et ce que pensent les féminismes du nord de l'Europe, qui est la prise en charge sociale de la maternité, avec cette puissance que vous avez si bien décrite ici, qui est une véritable puissance d'être mère, et une puissance évidemment corporelle, puisque on a, par exemple, au niveau de l'allaitement, en France, on n'est pas bon, comme vous le savez, et pourtant,
les seins font bien partie des organes sexuels d'une femme. Et chez les femmes, je m'excuse, ils ne sont pas atrophiés, ils peuvent même être fonctionnels de temps en temps dans la vie. Voilà. Et voilà. Mais par exemple, cette fonction-là, elle n'est pas dite, elle n'est pas du tout faite parce qu'on doit retourner au travail 10 semaines après. C'est absolument anormal. Un bébé de 10 semaines, c'est pas grand quand même. Peut-être qu'il aurait besoin d'un temps un peu plus grand. Pour les femmes qui le veulent, alors là, moi je défendrais évidemment toujours ça. Une femme qui veut retourner au travail, qu'elle retourne au travail. Mais que ce soit aménagé des choses pour qu'on continue à être accompagné par rapport à ça. Et la dernière chose que je dirais, pour avoir travaillé dans les institutions, et entre autres dans une institution qui est la maternité des Lilas, pendant 40 ans, c'est que j'ai vu avec l'augmentation du nombre de naissances dans mes gardes, toutes les fois, je dis bien toutes les fois avec un S, où je souhaitais que les femmes aient une péridurale, alors que très profondément, j'adore accompagner, je sais ce moment où les femmes ne savent plus de quoi elles ne sont pas capables, et justement cette puissance incroyable de savoir qu'elles savent. Et que cette transmission-là, c'est le cœur même de l'art du métier de sage-femme. Et je sais aussi que cet art-là nécessite un petit peu de respiration et qui ne peut pas être fait à la chaîne. Le premier point que je voulais faire, c'est concerne un peu les déclarations de France Arzner. C'est-à-dire qu'elle a dit deux choses dans son exposé. Elle a parlé d'une part de la naissance, et d'autre part, elle a dit « Je considère qu'être une mère, ce n'est pas pareil que d'être un père ». Donc elle a réaffirmé, quelque part, une position féministe, disons, différentialiste. Et moi, mon interrogation par rapport à ça, c'est que, de mon point de vue, ce sont deux questions qui sont complètement séparées. Et je pense que stratégiquement, ça n'est pas du tout, disons, adapté de les mêler dans un même discours. C'est-à-dire, en gros, on tend le bâton pour se faire battre, quoique je pense qu'on peut tout à fait défendre l'idée que l'on veut pouvoir avoir une certaine maîtrise sur ce qui se passe pendant l'accouchement sans être dans cette position-là. Je pense que ce sont deux registres complètement différents. Bon, le deuxième point, c'est autour... enfin, c'est un point... disons peut-être en partant de ce qu'a déclaré Paul Cesbron en disant bon, on a eu un basculement anthropologique, ça y est, l'égalité des femmes et des hommes. Bon. Il se trouve que de par mes activités au CIAN, je suis amenée à fréquenter justement le milieu obstétrical et je pense que c'est un des derniers milieux dans lequel ce basculement anthropologique n'a pas eu lieu. Et que quand je vois la condescendance avec laquelle les médecins parlent à la fois aux sages-femmes et aux femmes, je trouve ça hallucinant, vraiment. Et les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas du tout quelqu'un d'excessif, je ne suis pas du genre à amener des drapeaux rouges. Et tous les jours, j'en ai à chaque fois des constatations éclatantes. Donc je pense que mon sentiment, c'est qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Alors je crois que le mouvement des sages-femmes à l'heure actuelle, il est quelque part un peu là-dedans. Je sens que ça frémit de ce côté-là, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait peut-être une affirmation encore plus nette du caractère féministe de ce mouvement-là. Et je pense que c'est aussi aux femmes qui sont engagées, quelque part, d'essayer de damer le pion à un certain nombre de personnes et de leur faire prendre conscience qu'ils ont un comportement qui, disons, qui n'aurait sans doute pas dans la sphère privée, par exemple, ou dans d'autres espaces. J'avoue que je dis ça pour moi aussi, parce que honnêtement, je ne sais pas forcément comment faire ça au jour le jour, quoi. À part, comme je le constate constamment, en suivant un peu les préceptes, je crois que c'était Françoise Giroud qui disait, en gros, on pourra dire que l'égalité est accomplie lorsque une femme aura le droit d'être aussi mauvaise qu'un homme. Et en fait, en gros, ce que je constate, c'est que globalement, les femmes, en fait, font le boulot pour les hommes dans ce milieu-là. Et c'est la seule manière dont elles essayent de montrer qu'elles sont à niveau, et moi la première. Bon. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est autour de la notion d'empowerment. C'est-à-dire qu'on a tendance, enfin en gros, à associer les revendications des femmes à l'idée d'une individualité qui est maître d'elle-même, qui a une volonté, qui a des désirs, etc. Bon. Ce
qui peut d'ailleurs dans certains cas basculer vers une forme enfin être compris par un certain nombre d'acteurs vers une forme de consumérisme qui peut, bon voilà, alors donc la femme demande, il faut lui fournir, etc. Or, je crois que dans les situations comme l'accouchement, mais en fait on pourrait dire dans beaucoup d'autres situations de la vie, on est dans une situation de dépendance. Et c'est ce point-là qui, à mon avis, n'a pas été assez travaillé dans les revendications, enfin en tout cas dans le travail qui est fait autour des revendications autour de la naissance. On est dans une situation de dépendance, il ne faut pas le nier, c'est-à-dire qu'une femme qui accouche, elle a besoin d'être entourée, elle attend un soutien, et en fait ce que le calme démontre de manière admirable, c'est que en fait, l'empowerment, c'est quoi ? C'est créer un certain nombre de conditions qui font que malgré cette relation de dépendance, on ne tombe pas dans une relation de domination. C'est-à-dire qu'on resymétrise les relations et qu'on construit ensemble, en quelque sorte, le chemin de cette femme. Et donc je pense que en fait, le slogan qu'on devrait avoir par rapport aux questions de naissance, c'est en gros l'obstétrique, enfin disons l'entourage plus ou moins médical, etc. En fait, leur travail, c'est de travailler à l'empowerment des femmes, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elles puissent, avec les autres, atteindre à cette situation dans laquelle elles peuvent penser qu'elles ont eu une maîtrise sur quelque chose, tout en étant complètement, finalement, dépendantes des autres. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, je pense avoir compris ce que vous vouliez dire par rapport à cette différenciation que j'ai citée en même temps. Et en même temps, je ne suis pas sûre parce que si je me suis fait cette réflexion qui n'était pas du tout la mienne avant d'avoir des enfants, c'est parce que finalement, ce ne sont que les femmes qui accouchent, quoi qu'on en dise, ce ne sont... Si ? On n'entend pas ? Pardon ? C'est pas que les femmes qui accouchent ? D'accord, merci. Et donc, par conséquent, les violences qui peuvent avoir lieu lors de l'accouchement, elles ne sont portées que sur les femmes. Et c'est une différence qui est faite dans toute la maltraitance dont on a pu parler à l'hôpital, même dans d'autres domaines. On voit clairement que les femmes ne sont pas aussi considérées que les hommes quand elles sont soignées. Et c'est encore plus flagrant en obstétrique puisqu'il n'y a qu'elles. Enfin, pour moi, en tout cas... C'est pour ça que je le mets dans ce discours. Après, c'est peut-être pas une bonne idée de lobbying. Hein. On le reverra au calme, effectivement. Voilà. Et je laisserai la parole après, sur le machisme encore en obstétrique. Pour bien connaître le milieu médical, on voit quand même de plus en plus de femmes en médecine, elles sont même majoritaires maintenant en tant qu'étudiantes. Et donc, un jour, il y aura, même déjà maintenant, il me semble, plus de femmes dans tous les services et à tous les postes médicaux. Et donc, est-ce que cela va faire un changement ou pas ? Je crois que dans ce que dit, par exemple, Madame Lahaye sur son blog, les sages-femmes sont aussi concernées, les femmes sont aussi concernées de l'autre côté de la barrière, quoi. Bonjour, je suis Virginie Mousset, je travaille au BUE et j'ai beaucoup apprécié ce que a dit de créer des conditions pour que les femmes ne soient pas dépendantes, parce qu'effectivement quand on accouche, on a besoin d'être entouré, mais qu'on peut avoir ce problème d'être sous un effet de domination. Nous, on le voit dans les salles de naissance. La hiérarchie médicale, elle est très violente, qu'elle soit actuellement le milieu médical, c'est une hiérarchie qui est très dure entre elles, et que ce soit des femmes ou des hommes, elles reproduisent ce modèle de domination dont on a parlé tout à l'heure. Donc, malgré tout, même à la maison, on peut exercer, soi-même sage-femme, ce rapport de domination. C'est pas parce qu'on est même dans le suivi global, donc c'est aussi la façon, et c'est pour ça que j'apprécie le calme, parce qu'il y a un travail d'équipe, et qu'il y a un travail à la fois associatif, et que les femmes travaillent en même temps que les sages-femmes pour nous faire évoluer, parce que les sages-femmes en elles-mêmes peuvent être aussi
dominatrice et aussi dominante sur une femme et l'empêcher de s'exprimer corporellement, dans un sens comme dans l'autre. Le drame dans les hôpitaux, c'est cette violence de la hiérarchie médicale, mais aussi la violence de ce qu'a dit Chantal Birman, du travail à la chaîne. Et je pense que le féminisme qu'il faut réinventer aujourd'hui, c'est un féminisme où notre corps nous appartient, notre corps nous permet d'avoir l'accouchement que l'on souhaite, de pouvoir être entouré comme on le souhaite, et non pas d'être protocolisé parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire autrement pour assurer la sécurité. Et c'est ça qu'il faut qu'on réinvente. Il faut réinventer aussi la possibilité de reprendre le travail, mais d'allaiter en étant féministe, c'est-à-dire en pouvant partager les tâches avec son conjoint, tout en gardant un minimum de congés maternité, c'est-à-dire que ne pas demander des congés parentaux qui sont payés par l'État ou je ne sais quoi, mais que nos employeurs nous permettent d'avoir nos 16 ou 20 semaines de congés minimal pour pouvoir continuer à allaiter tout en bossant. Et ça, c'est le minimum. On devait l'avoir obtenu, on l'a perdu, et on n'arrive pas à faire évoluer le féminisme pour que les femmes au travail aient le droit à un congé maternité digne de ce nom. Et je pense que c'est ça aussi un des enjeux, et je remercie Chantal d'en l'avoir évoqué. La première question, c'est effectivement comment on en est arrivé là, en fait. Comment on en est arrivé à cette situation où la femme ne se connaît plus, où elle se fait dominer, où elle ne se fait plus confiance, où elle ne fait plus confiance en son corps. Enfin voilà, comment on en est arrivé là, grosso modo. Il y a aussi, effectivement, a été évoquée la question du milieu professionnel. Il y a aussi, effectivement, des femmes gynécologues obstétriciennes, mais c'est des femmes, et pourtant, elles ont la même démarche que certains hommes de domination, parler de domination. Donc, pourtant, c'est des femmes. Pourquoi ont-elles oublié qu'elles ont aussi accouché, comment elles l'ont vécu, etc. Ma deuxième question, c'est, vous aviez parlé à un moment donné de l'Europe avec les droits des femmes et les droits des enfants qui étaient confrontés. Est-ce qu'il y a des femmes qui, suite à des violences ou des maltraitances ou des accouchements qui sont très mal passés, ont porté plainte? Et si oui, qu'est-ce que ça a donné? Quels sont les résultats? Est-ce que ça ne peut pas faire avancer éventuellement les choses? Puisqu'on parle de faire avancer les choses aussi par la législation, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce biais-là aussi pour faire avancer les choses? Ma troisième question, c'est qu'en est-il du discours des professionnels de santé justement autour de l'accouchement quant à la physiologie, etc. Parce qu'effectivement, il faut que les femmes le connaissent toutes les alternatives. Donc c'est quoi les discours des gynécologues obstétriciennes pour donner les moyens aux femmes d'accoucher comme elles le souhaitent? Et j'ai une dernière question sur le congé de maternité. En Europe, qu'en est-il? Parce que nous, en France, effectivement, on a 10 semaines, mais par rapport à nos autres pays européens. Oui, je peux répondre à deux questions par rapport aux plaintes. Effectivement, il y a certaines tentatives de porter les affaires devant les tribunaux, certaines qui ont réussi, mais très très peu. Pourquoi? Simplement parce que l'accouchement à l'hôpital, selon un protocole bien défini, c'est la norme. Donc, toutes les femmes qui oseraient critiquer le fait, enfin c'est difficile de critiquer le fait qu'on lui a imposé l'épisiotomie sans consentement éclairé, ça n'arrive pas devant les tribunaux parce que le juge qui lui a cette image de la femme couchée en dessous d'un spot avec un mouvement médical d'elle qui lui demande de pousser, etc., et qui finalement font sortir le bébé au forceps, c'est simplement une image mentale que tout le monde a, que tous les juges ont. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils désignent un expert obstétricien pour demander l'avis d'un collègue sur les pratiques qui ont lieu, et l'expert obstétricien confirme que oui, dans cette situation bien précise, on a simplement fait une épisiotomie. Le principe même de remettre en question, c'est pas seulement une révolution. Donc le droit suit simplement la société, et il y a très peu, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de cas qui ont pu vraiment faire changer les choses. Il y a eu par ailleurs, donc, au niveau des droits de l'homme, une plainte de la Hongrie, où là, c'est une femme qui n'avait pas les conditions d'accoucher à domicile, qui a porté l'affaire jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme et qui a gagné. Donc là, effectivement, il y a des possibilités d'agir. Mais moi, je crois qu'il faut plus un mouvement de société qui remet radicalement en question les normes médicales et les protocoles médicaux tels qu'ils ont lieu actuellement. Mais les femmes, elles ne le font pas, les femmes. Comment? Les femmes.
C'est elle qui pourrait porter ce genre de discours. Mais pourquoi pourquoi? Parce que c'est difficile. Il faudrait, enfin, moi, par ailleurs, en tant que juriste, je suis en train de mettre en place, avec d'autres militants, un réseau mondial de juristes qui se spécialisent dans cette question-là et d'avocats, pour pouvoir simplement une femme qui vient d'accès, déjà, elle n'a pas toujours en état d'esprit de commencer avec une procédure judiciaire, et surtout, il faut qu'elle trouve un bon avocat qui connaît cette question-là, qui soit capable de voir, de maîtriser la maladie médicale, mais aussi de sortir la technique médicale. Donc ça ne doit pas être un avocat spécialisé en droit médical, mais pour moi, ça doit être un avocat spécialisé en droit humain, en droit civil, ou en droit pénal même, dans certains cas. Donc ça devient même difficile. On est en train de mettre tout doucement en place un réseau pour prendre les contacts et pouvoir réagir en cas de plainte, mais c'est une situation. Deuxième question qui nous a répondu, pourquoi les femmes obstétriciennes ne portent pas la révolution? Pour une raison bien simple, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est féministe. Donc il y a beaucoup de femmes qui, dans la majorité, les femmes sont spécialement féministes et essaient de faire leur travail comme il faut. Et donc je pense que la plupart des obstétriciennes rentrent dans un moule qui est de reproduire ce qu'on leur a appris, etc. La plupart des femmes ne sont pas féministes et que les obstétriciennes qui reproduisent simplement ce qu'on leur a appris ne font que reproduire de la meilleure façon possible, c'est-à-dire dans toute sa violence, les normes obstétricales telles qu'elles ont été héritées depuis 400 ans, comme on l'a dit actuellement. Donc voilà, je ne crois pas qu'il faut espérer que, parce qu'il y a plus de femmes, qu'il y ait plus de changements en tant que tel. Le changement viendra vraiment d'une prise de conscience de la société civile impulsée par les féministes. J'assiste, comme chacun d'entre vous, aux luttes que mènent actuellement les sages-femmes. D'une part, elles sont relativement divisées, mais ça c'est dans la nature des choses, on va dire, et après tout, ça brasse les idées, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais finalement, mon sentiment vu de l'extérieur, c'est que les sages-femmes ont du mal à exprimer un mot d'ordre qui soit suffisamment unifiant. Or, il me semble que nous sommes arrivés à un stade de l'histoire qui le permet. Celui, très simplement, que les sages-femmes retrouvent une véritable autonomie professionnelle. Totalement. Autrement dit, que la tutelle médicale qui persiste jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est de ça qu'il s'agit, elle disparaisse. Ce qui veut dire sur le plan professionnel que c'est aux sages-femmes, pour moi, de diriger les maternités. Je sais bien que ça apparaît au-dessus des forces de toutes celles et ceux qui sont ici et bien au-delà, que ce qu'a dit Madeleine est très juste. C'est sans doute un des corps sociaux les plus antiféministes, mais par nature, je veux dire, enfin, plus exactement par fonction, plus que par nature, pour toutes les raisons que j'ai essayé de dire très rapidement, et que cette bataille ne peut pas être menée. Autrement dit, c'est par une espèce de timidité culturelle que les sages-femmes ne réclament pas pour de bon leur autonomie. Voilà. J'attends mon 4e enfant. J'ai accouché 2 fois au Bleuet, la 3e fois à la maison, avec une sage-femme qui est là d'ailleurs. Et aujourd'hui, je suis enceinte et je fais partie des 20% même de grossesse à risque, de grossesse même à haut risque. Et je me trouve confrontée à c'est-à-dire toutes les questions de liberté, d'autonomie, de choix, alors que j'ai déjà accouché 3 fois et physiologiquement. Tout est remis en cause et je me retrouve la question, c'est comment est-ce que dans le cas d'une grossesse à risque, on peut avoir vraiment, je suis émue, excusez-moi, on peut avoir vraiment un accouchement qui nous appartienne totalement, malgré les protocoles qui existent, en sachant que je vais avoir affaire à une équipe hospitalière qui ne sera pas particulièrement préparée à me rencontrer. Après, je pense que ça passe par la relation médecin-femme enceinte. C'est des bonnes explications, en principe, c'est rare que les parents ne suivent pas derrière. Je veux dire, moi j'ai été formée en autonomie, je pense que c'est ça qui m'a le plus apporté, le respect de ma relation patient-médecin. Et par le respect des gens, et en leur expliquant vraiment tout ce qui se passe, en principe, on prend la décision ensemble. Pour moi, il n'y a pas de différence. Donc les droits s'appliquent aussi aux femmes qui ont des grossesses à risque. Donc le consentement éclairé, c'est la même chose. Il faut demander jusqu'au bout l'explication de tout. Moi, je me souviens que j'avais dépassé le terme, et donc monitoring pour voir ce qui allait. Et les sages-femmes de l'hôpital, très gentiment, m'expliquaient, m'aidaient à interpréter ces battements du cœur, etc. Bon. Arrive la gynécologue de service, l'obstétricienne, un style tout à fait différent des sages-femmes,
qui elle constate effectivement le monitoring, et me dit, ah, il faut déclencher. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'on m'a expliqué que le cœur faisait comme ça ou comme ça, etc. Ils m'ont explication, et elle, du haut de ces années d'obstétrique, enfin, je ne peux pas vous donner un cours de monitoring ici. Hein. Je lui dis, mais si, moi je peux savoir. Et donc elle a commencé, elle a été un petit peu déstabilisée, elle a commencé à m'expliquer patiemment pourquoi le cœur, machin, etc. Moi je crois qu'il faut oser prendre ses droits, il faut oser poser des questions jusqu'au bout, jusqu'au moment où on a toute l'explication et pas se contenter là simplement, oui, ben, on va vous déclencher, ou oui, on va vous faire une césarienne parce que voilà, c'est trop dangereux, de toute façon vous ne connaissez rien. Donc je crois que les droits restent là, même dans les cas les plus pathologiques qui sont. J'ai quand même un peu l'impression qu'on est entre soi. Je suis psychologue, je travaille en centre de PMI et je suis aussi conseillère en allaitement et je travaille à ce titre dans la PMI et j'interviens à domicile. Et c'est vrai que c'est vrai que bon, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées ici. Hein. L'information pendant la grossesse, l'information en anténatale, c'est quelque chose de clé par rapport aux accouchements. C'est vrai que j'entends énormément de femmes porter des témoignages, déjà bon, ne serait-ce que sur les augmentations de césariennes, hein, elles disent toutes en effet, elles invoquent une raison qui leur a été donnée. Elles disent, bah oui, moi j'ai eu une césarienne parce que le cordon était enroulé, parce que je finis par me demander, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de cordons qui s'enroulent de plus en plus. Même chose en allaitement. Bon, mais c'est vrai que je vois beaucoup de femmes. Et encore une fois, je ne suis pas une pourfendeuse, une intégriste de l'allaitement, mais je suis vraiment pour l'information délivrée aux femmes et que celles qui ont envie d'allaiter puissent le faire. D'autant plus qu'elles sont dans des enjeux de plus en plus contradictoires. Elles reçoivent pendant leur grossesse de très abondants messages pour leur dire que l'allaitement c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et une fois qu'elles ont accouché, on ne sait pas quand même très bien les accompagner, donc elles renoncent, et un renoncement qui est beaucoup plus douloureux et beaucoup plus accompagné de culpabilité qu'il ne l'était avant qu'elles reçoivent ces messages-là. Si j'ai un peu de temps encore, je dirais aussi que par rapport à l'allaitement, j'entends toutes les femmes me dire, vous voyez, moi j'ai les seins ombiliqués, c'est devenu le maître mot. Elles ont toutes les... Moi qui ai vu peut-être plus enfin, j'ai eu énormément de seins et énormément d'allaitement, je crois avoir vu un sein ombiliqué le mois dernier. C'est très particulier un sein ombiliqué. Hein. Et elles disent toutes qu'elles ont les seins ombiliqués et que pour cette raison elles ne peuvent pas allaiter. Et c'est ce qu'on leur a dit. Donc il y a quand même une information qui est très... Voilà, qui va un peu dans le sens d'une confiscation du corps qui a été beaucoup évoquée de différentes manières, c'est-à-dire une confiscation de la grossesse, une confiscation de l'information. Donc vous parliez de cette revendication formidable à avoir droit à l'information, mais c'est vrai que les femmes sont en situation captive pendant qu'elles accouchent. Mais c'est vrai que se pose la question de savoir comment militer activement pour que ça bouge et que ça change. Je rencontre énormément de femmes traumatisées, qu'elles soient traumatisées par leur accouchement, alors que selon les soignants, il s'est bien passé, ou qu'elles soient traumatisées par leur suivi de grossesse, puisqu'effectivement, on leur fait peur et qu'on ne parle que des risques et des choses qui peuvent mal se passer. Et je suis assez désabusée de voir que des médecins femmes et des sages-femmes, des jeunes sages-femmes, je discute beaucoup avec des jeunes sages-femmes, ont intégré autant que les femmes les normes relatives à l'accouchement notamment. Donc ça me fait très peur, c'est-à-dire que je pense quand même que dans la formation obstétricale et dans la formation des sages-femmes, il y a quelque chose comme ça, d'une reproduction. Et ma petite pierre à l'édifice, c'est simplement de temps en temps d'évoquer le fait qu'on peut accoucher autrement. Voilà, c'est là que je me dis que chacun, on peut faire prendre conscience aux femmes et aux hommes que la grossesse et l'accouchement, ça peut, même dans l'image et dans le corps, se positionner et se passer autrement. J'ai été interpellée par une phrase de Laurence Platel qui dit comment demander l'autonomie quand on ne sait pas qu'on n'est pas autonome. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est vrai, comme l'a dit la personne précédente, on a l'impression de parler un peu martien quand on parle d'accouchement physiologique à quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette démarche-là. Et du coup, ça m'a
interroger par rapport à la démarche sur l'avortement et la contraception, c'est-à-dire qu'à un moment, les femmes ne savaient pas qu'elles pouvaient demander à avorter ou demander à obtenir une contraception. C'était martien pour elles, pour d'autres femmes, enfin voilà, pour les femmes qui n'étaient pas dans cette démarche-là. Et du coup, je me dis, je m'interroge sur cette petite clé qui fait que, en effet, à un moment, on va se poser cette question-là de dire, je peux demander l'autonomie dans un accouchement. Et je me demandais si vous aviez des recettes là-dessus. C'est un peu ce que je disais, c'est le boulot des sages-femmes. Et je vais répondre en même temps à ce qui se disait avant. C'est pas si facile que ça. Et les sages-femmes, enfin, la profession de sage-femme, elle est divisée, effectivement. Et la vision qu'on a ce soir et qu'on partage tous, elle n'est pas partagée par l'ensemble des sages-femmes. Après, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu de physiologie. Donc les sages-femmes sont formées uniquement dans les niveaux 3 et dans des lieux de pathologie. Et donc, voilà, le modèle se reproduit. On peut espérer quand même, ça fait partie des motivations qu'on a quand on bataille pour les maisons de naissance, on peut espérer que quand les maisons de naissance vont se développer, se généraliser, qu'il y en aura partout dans toutes les villes, parce que j'y crois, on va y arriver, on n'y est pas encore, mais ça va venir, ça changera le paradigme, parce que les sages-femmes pourront, enfin les étudiants pourront assister à d'autres façons d'accompagner la naissance et découvrir autre chose. Moi, je me souviens vraiment très bien du choc que ça a été, moi, quand j'ai quitté. Et pourtant, j'étais dans une pensée a priori féministe et éduquée de façon féministe. Mais le choc que ça a été quand j'ai pris mon premier poste à Châteauroux, où vraiment je me suis dit, mais tout ce que j'ai appris, il faut que je l'oublie, quoi. Et tout ce qui me valorisait en tant que sage-femme, parce que j'en ai pas parlé, c'est pas le sujet, mais tout ce que j'avais appris qui pouvait me valoriser donc, comme professionnelle, j'ai dû apprendre à me valoriser autrement parce que c'était plus valorisant du tout à Châteauroux. J'ai compris que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. J'ai l'honneur d'enseigner à Terre-du-Haut-Cal à la maternité des Lilas environ 22 ans et 3 ans, je crois. Et Chantal Dirmont, qui est une grande dame féministe, nous parlait de solidarité, que la solidarité fait avancer. En ce moment, la maternité des Lilas est en train à l'épée de Damoclès sur sa tête depuis 11 ans minimum, et là, l'épée frôle les cheveux. Donc, il serait bien que nous soyons solidaires, et les futures mamans, les sages-femmes, quelle que soit leur vision professionnelle. Je voulais le dire parce que je trouve que la maternité des Lilas est un haut lieu où toute femme de condition, quelle que soit la condition sociale, financière, peut encore avoir un choix. Voilà. On a des exemples, des témoignages qui viennent régulièrement de mamans qui racontent que pendant leur accouchement, elles ont refusé des l'épisiotomie et qu'on leur a fait quand même, elles ont refusé la césarienne et on leur a fait quand même, elles ont refusé les forceps et on leur a fait quand même. Et en fait, réclamer des droits, c'est-à-dire même si vous dites la loi Kouchner du 4 mars 2002, etc., ça ne fait absolument pas peur ni aux sages-femmes ni aux obstétriciens parce qu'en fait, derrière, on sait qu'il n'y a aucune retombée. Ça, c'est la deuxième dimension du droit, c'est qu'en fait, la loi Kouchner, elle est très bien, elle dit aucun acte médical ne peut être pratiqué sans un consentement éclairé et ce consentement peut être retiré à tout moment, sauf qu'en fait, ça n'a aucune répercussion. Donc en fait, on a un petit problème ici, c'est qu'on dit qu'il faut faire avancer la législation et c'est très bien de faire avancer la législation, sauf que la législation, on l'a, elle est de notre côté et on n'a pas de répercussion. Donc je pense que la question elle est plutôt comment est-ce qu'on arrive à faire passer la loi de ce cadre théorique qui dit oui c'est très bien, on est protégé par la loi, nos droits sont là, à une réalité dans les salles d'accouchement. Les féministes savent très bien qu'il y a une différence entre la loi et la réalité. Donc sur le papier, il y a l'égalité parfaite entre hommes et femmes, il n'y a aucune discrimination qui existe, les femmes ont droit au même salaire, partout, il y a vraiment l'égalité en droit. Donc ça c'est une chose, sauf que dans la pratique, on se rend compte que la société ne suit pas. Parce que le droit est toujours en avance, en tout cas dans ce domaine-là, en avance par rapport à l'état de la société. Donc comment faire appliquer le droit en se bougeant et en militant et en faisant évoluer aussi la société. Des choses sont... Voilà, c'est ça. L'enjeu ici, c'est on a la force de la loi qui est là, donc on peut interpeller tout qu'il faut, toutes les personnes nécessaires pour la faire appliquer. Il faut dénoncer tout ce qui est inacceptable. Donc c'est aussi un peu le rôle de chacun d'entre nous pour faire avancer ces questions-là. Donc moi je suis sage-femme au calme depuis 2 ans. Maintenant, j'ai un choix. Le choix du calme, j'en prends conscience petit à petit, que c'est quand même un choix féministe qui au début pour moi n'était pas facile à accepter. Je ne sais pour quelle raison, mais je le trouverai au fond de moi avec le temps.
Voilà, moi j'ai commencé en tant que sage-femme dans un hôpital de niveau 2B, j'ai eu une formation très médicalisée où on me disait que finalement la grossesse était physiologique, mais je ne savais absolument pas accompagner une grossesse physiologique ni une naissance physiologique. Arrivée en salle de naissance, j'ai eu la chance de travailler dans un hôpital du 93 où j'ai appris beaucoup des femmes. Et en fait, je me suis mise en position d'observation. J'ai regardé, je les ai accompagnées. J'ai été taxée de sage-femme écolo, de sage-femme bizarre, de la sage-femme qui va faire marcher les femmes, de la sage-femme qui les regarde et qui se dit bah tiens, si elle se tient comme ça, c'est peut-être qu'elle accouchera mieux comme ça, en position gynéco, et de la sage-femme qui prend son temps. Voilà. Donc du coup, je me suis dit un jour que j'allais peut-être changer. Et j'ai eu la chance d'avoir 2 enfants accompagnés en maison de naissance. J'ai vu ce que c'était devenir mère et être accompagnée avec du temps, de l'écoute et de la patience. Et retourner travailler en milieu hospitalier, pour moi, n'était plus possible, en tout cas, d'envisager d'accompagner les grossesses comme ça. Donc en effet, une grossesse et devenir mère, c'est un mélange de plein de choses. C'est avant tout un acte féministe. La sage-femme qui accompagne des grossesses avec du temps, de l'écoute, de la patience, et que c'est la femme au cœur de ce moment, c'est personne d'autre que la femme et l'enfant à venir. Donc ça veut dire qu'on ne doit jamais nous se mettre en avant et juste être dans l'écoute du temps. Donc voilà, et donc on essaie de faire ça, on essaie d'avoir cette approche avec toute notre dimension humaine. Donc du coup, pour revenir sur le droit des femmes, finalement, à dire ben voilà, j'ai une épisiotomie, je voulais pas qu'on mette du collier à mon bébé, on a mis du collier parce qu'on parle des épisiotomies, des forceps, des césariennes, mais il n'y a pas que ça dans le milieu hospitalier, il y a plein de gestes qu'on fait aux enfants qui sont aussi qui sont pas justifiés, comme aspirer des enfants de manière systématique, faire des tests à la seringue, donner de la vitamine K, donner du collier. Enfin, est-ce que tout ça est justifié vraiment dans les premières heures de vie? Et donc se poser toutes ces questions-là et d'expliquer aux gens que ben voilà, on peut répondre à leurs questions, juste leur répondre sans aller mettre du collier en douce en disant c'est le protocole de service. Donc voilà, c'est avant tout ça. Et je pense que écouter et accompagner, ça fait partie d'un acte féministe. Bonsoir à tous et à toutes. Moderne Mère Sage-Femme, je travaille à la maternité des Lilas. Je ne vais pas du tout conclure, je n'ai pas l'intention de conclure sur cette soirée, simplement de poursuivre en fait l'alerte qui a été lancée tout à l'heure sur la maternité, en vous donnant un petit peu plus d'informations, car l'urgence est grave et assez extrême. C'est-à-dire que la direction administrative, ce n'est pas encore une information officielle, mais menace de se retirer fin août. Et derrière cela, il n'y a aucune suite actuellement d'envisager. Et je parle évidemment des politiques de santé publique. Donc nous avons effectivement l'épée de Damoclès plus qu'aura des cheveux. Et évidemment, des actions sont en train d'être réfléchies par le collectif de la maternité des Lilas, l'ensemble des usagers. Aujourd'hui, rien n'a encore été décidé de manière extrêmement concrète, mais je vous invite tous, toutes, à rester vigilants aux informations qui vont être délivrées sur le maximum de réseaux possibles dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, et à faire tout ce qui est en votre pouvoir, à votre échelle, à votre niveau, pour relayer l'information, participer, si vous le souhaitez, aux actions qui seront proposées. Voilà, merci beaucoup. Je remarque que vous avez plusieurs fois utilisé le terme « le » pour parler du féminisme. Et notamment quand vous avez dit que vous aviez eu un contact complexe avec le féminisme. Alors, bon, il faut quand même préciser que pour nous, les féministes, du mouvement et des mouvements féministes, il n'y a pas de le féminisme. Il y a un mouvement féministe, il y a des mouvements féministes, même on peut dire, et puis que nous sommes pluriels, divers, et qu'à l'intérieur même de nos associations et nos mouvements, on peut avoir des positions tout à fait même différentes sur un certain nombre de points. Donc il faut faire attention aussi par rapport au fait que c'est vrai que le qualificatif « le féminisme », c'est quelque chose d'abstrait et qui finalement ne veut pas dire grand-chose parce qu'on ne sait pas de quoi on parle quand on parle du féminisme. On pourrait penser que les revendications que vous portez, entre guillemets, elles pourraient être qualifiées de revendications sociales. Et que, d'une certaine manière, il serait erroné de penser qu'elles relèvent d'une opposition entre nature et culture.
c'est-à-dire entre ce qui serait de l'ordre, disons, de l'égalité et puis de l'ordre de la différence. Bon, pour moi, c'est pas du tout comme ça que je le vois. Je sais pas du tout ce qu'en pense Swad, mais en tout cas, c'est pas du tout comme ça que je le vois, parce que je ne fais pas, moi, d'opposition sur ce qui concerne les revendications sociales et ce que certains appelleraient du radicalisme, c'est-à-dire entre réformisme et radicalisme. Parce qu'à un moment donné, on est réformiste et on devient radical par rapport à un contexte précis de situation. Et j'ai bien connu les luttes pour l'IVG, le MLAC dont je faisais partie, pour savoir à quel point nous étions révolutionnaires. Et à un moment donné, 20 ans plus tard, on est des réformistes. Parce que le contexte a changé, il n'est plus le même et que c'est normal, il y a d'autres types de revendications qui redeviennent effectivement à la fois sociales et révolutionnaires. Donc, pour nous, c'est évident que c'est un tout et que c'est ce tout-là qu'il faut arriver à tenir ensemble pour voir comment on l'articule, pour faire en sorte qu'il donne naissance véritablement à des revendications portées ensuite par une radicalité que d'autres générations vont se saisir pour pouvoir en faire cette radicalité nouvelle. Et puis, alors, il y a une autre question, moi, que j'ai beaucoup appris, là, aujourd'hui, c'est sur votre conception du concept de l'empowerment. Parce que moi, en tant que, donc, des mouvements féministes dans le réseau Féministe Rupture, où j'étais présente dans les conférences mondiales, il se trouve que le terme d'empowerment vient de la conférence mondiale des droits des femmes, la 4e, qui s'est déroulée à Pékin. Et qui nous a sorti l'histoire de l'empowerment? Là, c'est intéressant de voir que ce n'est pas du tout pareil. Ce sont les institutions internationales, c'est-à-dire l'Union européenne et l'ONU. Et alors, pourquoi ils nous ont sorti l'empowerment? C'est parce qu'on leur disait, nous, les associations féministes présentes à Pékin, écoutez, c'est bien gentil de nous faire des textes reconnaissant l'égalité, mais quand vous nous faites des textes qui reconnaissent cette égalité, mais que vous ne nous donnez aucun moyen de l'exercer, à quoi ça sert effectivement tous vos beaux textes? Eh bien, effectivement, ils nous ont sorti la théorie de l'empowerment, c'est-à-dire, ça signifie, dans les textes alors de la plateforme finale d'action de la conférence de Pékin, ça signifie donner aux femmes, aux associations bien entendu, le pouvoir de faire, c'est-à-dire d'exercer leur libre choix ou le pouvoir d'exercer un certain nombre de décisions. Et nous avons ajouté, non pas le pouvoir d'exercer contre, mais le pouvoir de faire dans le bon sens, c'est-à-dire le pouvoir avec les autres. Bon. Voyez donc, vous avez donné une notion de l'empowerment que j'ai trouvé intéressante parce qu'elle se situe par rapport à vos besoins à vous, dans vos revendications. Donc ça, par exemple, moi, je vais le diffuser et l'expliquer au niveau des réseaux féministes avec lesquels nous militons, parce que c'est une notion que j'ai trouvée très intéressante. Alors, dernier point, la question du basculement anthropologique donc nous a donné le docteur Cerbron. Voilà. Alors ça, eh ben voilà, c'est-à-dire que c'est très intéressant aussi parce que a priori, ben voilà, c'est formidable d'entendre dire ça. On est dans le basculement anthropologique, c'est-à-dire, eh ben ça y est, on est arrivé où l'humanité ne peut pas faire autrement que de se poser la question de l'égalité homme-femme. On ne peut pas y échapper, c'est incontournable. Oui, rajoutons que c'est bien sûr grâce aux luttes de toutes nos arrière-grand-mères dans l'histoire, et puis nous-mêmes et les féministes radicales des années 70, et puis celles qui viennent après. Eh bien, c'est bien, mais attention, là aussi, c'est intéressant de voir qu'il le dit. Les institutions aussi le disent. Parce que les institutions ont dit, à la conférence de Pékin encore, dans la plateforme finale d'action, qu'enfin, ils reconnaissent que les droits des femmes font partie des droits humains fondamentaux. Bon, ben on est très contente de le savoir, parce qu'on se rappelle quand même notre amie féministe Olympe de Gouges, qui a été guillotinée par les révolutionnaires de 1789, parce qu'elle avait déposé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et que donc on avait refusé que les femmes sont des droits humains fondamentaux. Enfin, les institutions internationales, et maintenant je pense que tout le monde va le reconnaître petit à petit, les droits des femmes font partie des droits humains fondamentaux, c'est parfait. Mais le féminisme d'aujourd'hui et de l'avenir, ce n'est pas seulement une question de droit et de reconnaissance de l'égalité des droits entre femmes et hommes. C'est beaucoup plus de ça, que précisément parce qu'on accède à ce basculement anthropologique, il est possible de mettre en œuvre ce qui va être alors l'avenir de notre humanité, c'est la question du féminisme
comme une question profondément politique. C'est-à-dire que là, nous sommes dans une autre phase, parce qu'on est dans la question de faire en sorte que la civilisation soit marquée par quelque chose qui a été complètement obsolète dans l'histoire et totalement caché. Donc la question des femmes comme question politique, c'est une question complètement transversale à tout dans la société et à toutes les questions d'actualité et de société. Donc à partir de là, on peut penser que précisément, il faudrait essayer de voir si les revendications que vous posez, à partir de, disons comme ça, de catalogues, et je ne suis pas sûre que ce soit bien ça, de revendications sociales, en quoi elles deviennent des revendications politiques par rapport au féminisme politique. Et c'est un petit peu ce qui nous a amené, nous, un certain nombre de femmes et d'hommes féministes, à constituer une liste donc qu'on présente aux élections européennes de dimanche, qui s'appelle la liste féministe pour une Europe solidaire. Je ne viens pas faire de la pub et de la réclame, hein. C'est simplement que je le dis parce que ça vous donne un peu les raisons qui ont fait qu'on a décidé aussi de se présenter. Et que donc on a apporté aussi notre programme et on se permettra de vous le distribuer à la fin. On fait du lobbying depuis un moment. On n'arrêtera pas avec cette loi sur l'expérimentation des maisons de naissance. Et on serait vraiment très heureux de continuer, enfin d'enrichir toutes ces réflexions et ces actions de nouveaux partenariats. Donc voilà, n'hésitez pas à rester en contact avec nous. Et voilà, venez au calme, venez découvrir ce bel endroit, boire et manger, et discuter avec nous. Merci.